Oui, bonsoir. Alors, la prévention du surpoids par la saine alimentation et l'activité physique, considérant qu'on vit dans un environnement de malbouffe et d'aliments légers, ma réponse est un peu, par cette image sur la gauche, à l'effet que si j'ingère un Coke diète, est-ce que ça va me permettre de manger de la bouffe à volonté? Donc, est-ce qu'on est en équilibre énergétique si on a ce genre de repas-là? La réponse, je pense qu'on peut s'attendre à l'effet que la balance n'est pas nécessairement juste. Alors, la question, en fait, de la façon dont je l'ai apportée, c'est que finalement, apparaît de nombreuses campagnes de promotion qui sont réalisées pour encourager la consommation de fruits et de légumes et qui sont équilibrés et variés selon les principes de la bonne alimentation. Malgré tout, les Québécois ne semblent pas manger mieux. Alors, comment expliquer que nos habitudes alimentaires ne s'améliorent pas davantage et que l'obésité continue d'augmenter? Alors, de façon résumée, ça serait de faire en sorte que on vit en fait dans un environnement de malbouffe qui conditionne un peu ce qu'on mange, malgré que l'on souhaite manger santé. Alors, est-ce qu'on va pencher plus vers la bouffe santé ou plus vers la malbouffe? Alors, l'industrie a répondu, est venue à la rescousse de notre manque de temps, qui est le premier facteur pour lequel on a de la difficulté à manger santé, à préparer des repas cuisinés à la maison lors du souper, en offrant des aliments pratiques, plus particulièrement sous forme de collation, d'aliments transformés, de mets préparés, et qui vont nous aider à s'alimenter, mais pas nécessairement avec une densité nutritive adéquate. Hormis ça, il y a aussi la pression commerciale qui influence nos choix alimentaires et ça va amener nos choix soit vers plus certainement pas vers l'alimentation santé, puisque la pression commerciale, elle est orientée vers les aliments pratiques. Alors, quoi de plus facile et accessible que les restaurants rapides? 30% de notre budget alimentaire est dédié aux restaurants. Alors, et ça augmente de plus en plus et on mange de moins en moins à la maison. Alors, c'est un autre indicateur comme quoi notre environnement nous amène à considérer que l'on mange davantage d'aliments malsains. Alors, dans un contexte où l'obésité a augmenté très rapidement depuis une vingtaine d'années, manger sainement est plus complexe, tel que Simone l'a mentionné un peu plus tôt. Et ce n'est pas seulement une question d'éducation. Alors ça, c'est l'équilibre dont on a mentionné auparavant, où est-ce qu'on essaie pour maintenir notre poids d'ingérer autant de nourriture, d'énergie que l'on en dépense. Et on a aussi élaboré sur l'aspect génétique qui apporte des susceptibilités à pencher plus d'un côté que de l'autre. Alors, cet équilibre-là fait en sorte que va conditionner nos choix. Mais la complexité fait en sorte que l'accès aux aliments de malbouffe apportés par l'industrie par rapport aux aliments sains vont être considérés par rapport à l'influence que l'on peut avoir sur nos préférences, le coût de ces aliments-là et les habiletés et les connaissances que l'on a à préparer nos aliments. Donc, tel qu'on l'a mentionné aussi, c'est conditionné par des facteurs personnels, tels que par exemple, un des aspects personnels que l'on a, c'est le stress que l'on peut vivre, qui vont nous peut-être court-circuiter notre volonté de manger plus santé et aller vers des aliments réconfortants qui sont élevés en calories.
On a aussi la pression socioculturelle, c'est celle de nos pairs, par exemple, de notre environnement social, et pour laquelle plus nos amis, par exemple, sont obèses, plus on va avoir tendance aussi à manger davantage et devenir obèse. C'est donc la norme qui change, la norme qui est l'acceptabilité de certains types d'aliments a changé et vers un point de déséquilibre qui est en faveur de la surconsommation d'aliments. Et l'aspect familial aussi sur la préoccupation et la culture qui nous amène à manger certains aliments plutôt que d'autres. Alors, les facteurs personnels et les facteurs environnementaux qui sont donc du point de vue de l'environnement bâti ou agroalimentaire et socioculturel, tel qu'on peut le voir, qui est plus des facteurs individuels. Donc, l'environnement alimentaire, si on parle de choix des aliments, ici on a un coca qui est régulier par rapport à celui qui est diète. Qu'est-ce qui va conditionner nos choix dans notre environnement? Parce que c'est l'accès aux aliments qui détermine notre environnement et va venir aussi influencer notre choix par les préférences que l'on aura par rapport à un aliment plutôt qu'un autre et par rapport à l'achat et à la consommation. Alors, notre choix final de consommer ou non un aliment nous revient, mais l'environnement conditionne ces choix-là. Alors, a-t-on vraiment le choix ou s'il est manipulé par l'industrie agroalimentaire? Alors, là, je vais vous parler d'activité physique et d'environnement bâti. Alors, quand on a un gym gratuit, habituellement, quand on a un environnement où est-ce que l'escalier est difficile d'accès, on le sait dans les hôpitaux et même dans les universités, mais c'est plus difficile à comprendre quand notre gym gratuit, notre escalier, est situé en plein milieu et donc très attrayant, alors que même que ceux qui vont faire de l'activité physique empruntent l'escalier roulant. Alors, notre environnement nous conditionne vers des choix qui ne sont pas toujours santé. Alors, comment peut-on faire pour se promener en vélo, aller au travail en vélo, lorsque l'on doit partager la chaussée avec les véhicules automobiles, lorsqu'en banlieue, les trottoirs disparaissent, ou lorsque sur le bord de la 138 ou de la 132, il n'y a pas de piste cyclable, et donc ça devient un problème de sécurité pour pouvoir faire plus de transport actif durant nos loisirs. Alors, la sécurité a fait en sorte que les jeunes vont de moins en moins à l'école et ça a diminué de façon importante depuis 40 ans. Et que dire de l'éducation physique, telle que Nathalie le mentionnait, et on est parmi les pays pour lesquels on a le moins accès à l'éducation physique pour nos jeunes. Et en fait, seulement 1/3 de la population est active, alors que 2/3 ne l'est tout simplement pas ou moyennement. C'est encore pire lorsque l'on essaie de vérifier les recommandations nationales qui ont été émises en janvier et que j'avais eu l'occasion de commenter et pour lesquelles on recommande 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine pour un total de 150 minutes. Alors, on s'aperçoit que seulement 5% de la population remplit cette exigence-là. Si on regarde le 150 minutes, mais distribué sur l'ensemble de la semaine par tranche de 10 minutes, 15% de la population seulement remplit ces recommandations-là. Alors, au Québec, on est en plus la province au Canada qui fait le moins d'activité physique. Donc, l'activité physique au Québec, ce n'est pas ça qui nous protège de l'embonpoint de l'obésité au Canada. Et non plus chez les jeunes ici de 6 à 11 ans. On est la province qui fait le moins d'activité physique. D'autant plus que l'activité physique, elle protège contre l'obésité. Les personnes obèses pratiquent moins d'activité physique que ceux qui l'en pratiquent davantage. Pourtant, l'activité physique, c'est un médicament à un point tel qu'on peut arriver à prévenir
l'incidence de diabète, de certains cancers et de maladies cardiaques à de l'ordre de 30%, avec en plus des effets importants sur l'hypertension, l'ostéoporose et d'autres comme le cancer. Mais les gens ne comprennent rien à la prescription médicale que l'on leur a fait pour prévenir les maladies chroniques et évidemment faire du rollerblade sur le tapis roulant, ça n'aide pas vraiment à être vraiment actif. Mais moi, mon credo personnel, c'est en fait bouger plus pour manger plus, alors qu'au Québec, c'est plus bouger plus, manger mieux. Mais en fait, c'est que si on dépense beaucoup d'énergie par l'activité physique, moi j'en dépense par exemple 1 heure par jour, 6 jours par semaine, donc je suis dans la zone maximale des bénéfices santé, ça me permet d'être en équilibre énergétique sans trop que je me pose la question, et là je réponds peut-être un peu à la réponse de Simone, à savoir que est-ce qu'on réfléchit trop avec notre tête au niveau de nos choix alimentaires? On a besoin, et là, moi c'est mon point de vue de kinésiologue qui parle, si on est très très actif, on a moins à se préoccuper de l'équilibre énergétique parce que le cerveau s'occupe d'y arriver. Mais quand même, manger plus, ça dépend de ce qu'on mange. Parce que si on mange le café mocha de Starbucks ou les beignets, il va falloir faire beaucoup d'activité physique pour pouvoir brûler ces aliments-là. Donc, il faudrait peut-être faire attention quand même lorsqu'on dit que pas de problème, je vais faire plus d'activité physique. Et en fait, l'industrie vient à notre rescousse. En fait, on fait en sorte que la consommation de fruits et légumes est un facteur préventif, sauf qu'on a des horaires chargés. Les 2 parents travaillent, on manque de temps. Et donc, on a une gamme d'aliments prêts à manger qui sont fournis. Et donc, c'est très attrayant d'aller manger aussi au restaurant. Alors, je reviens encore à mon dilemme. Est-ce qu'on mange moins de beignets ou on mange plus de fruits et de légumes? C'est toujours une question de choix individuel, mais choix qui est difficile à faire lorsque l'on considère les avantages que ça peut nous apporter au niveau, par exemple, du plaisir. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on est les champions nord-américains de la consommation de fruits et légumes, 54%, alors que toutes les autres provinces en consomment entre 40 et 50%, ce qui est encore mieux qu'aux États-Unis, où est-ce que moins d'un tiers de la population en consomme suffisamment. Et ça a augmenté au cours des années au Canada. Alors, on est passé de 42 à peu près à 50%. D'autant plus que la consommation de fruits et légumes, qui est un marqueur qui fait en sorte qu'on est moins obèse par rapport à ceux qui en consomment moins. Alors, ceux qui en consomment moins ont la moitié des chances de devenir obèses. Alors, l'évolution dans notre société nous a amené à être plus sédentaires et être sédentaires assis. Et être assis, c'est au-delà de la pratique d'activité physique, un deuxième déterminant de la prise de poids. Et d'autant plus que si on le fait devant la télévision, on risque d'être tenté par la publicité de consommer plus d'énergie. Alors, à un point tel que l'association entre l'évolution de l'obésité et la télévision fait en sorte que ici, on a un parallèle intéressant pour lequel il y a une corrélation certaine, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau scientifique, ça ait une connotation importante, mais c'est quand même intéressant à vérifier. Et donc, le loisir inactif fait en sorte que si on considère 40% des enfants soupent devant la télévision, et soupent, donc mangent non seulement est actif, mais mange devant la télévision, on s'aperçoit en fait que 167 calories est consommé davantage lorsque l'on mange devant la télévision. Et on s'aperçoit, comme Nathalie l'a mentionné, que la prévalence d'obésité augmente avec le nombre d'heures qu'on écoute à chaque jour et qui a fait en sorte que c'est tellement robuste comme données qu'en santé publique, on recommande seulement 2 heures d'écoute de télévision par jour. Qui dit télévision dit publicité. Même si au Québec, on a une loi qui empêche la publicité, on s'est aperçu que dans les années 2000, que près de 30 000 publicités étaient visionnées par année par nos téléspectateurs et que 3/4 de ces aliments-là ne faisaient pas partie du guide alimentaire canadien, donc des
des aliments plutôt de malbouffe. Notre environnement alimentaire obésogène nous fait augmenter, ingérer plus d'énergie. Le goût et le coût des aliments, ce sont les deux facteurs qui conditionnent notre choix individuel. Mais quand le goût est associé aux aliments denses en énergie, que Simone a mentionné auparavant, bien à ce moment-là, ça nous fait ingérer davantage d'énergie. Un exemple ici, où est-ce qu'on a le plat de gauche qui est faible en densité énergétique par rapport à celui de droite pour la même quantité de calories. Celui de gauche nous satisfait davantage au niveau de la satiété et celui de droite va nous laisser une plus grande faim après 1 heure. Alors, on continue. Les boissons sucrées, on pourra en parler longtemps. Je vais essayer d'être bref. Alors, il y en a de toutes sortes. Les boissons sucrées, c'est autant les boissons gazeuses que les boissons énergisantes que les boissons pour sportifs. Et ça a augmenté au niveau de la consommation, au niveau parce que les formats ont augmenté. Et quand on voit aussi que le prix des boissons gazeuses a augmenté beaucoup moins rapidement que celui des fruits et des légumes, bien à ce moment-là, plus qu'on avance dans le temps, plus que le choix est plus facile à faire du côté, favorise la consommation des boissons. Et tout ça avec un budget de publicité pour ces agroalimentaires-là qui est faramineux comparativement à l'éducation qu'on peut faire sur la nutrition. Ça nous amène à croire que beaucoup trop de jeunes consomment des boissons énergisantes de l'ordre de 20% et des boissons gazeuses de l'ordre de 34% sur la consommation quotidienne. Et ça se fait au détriment de la consommation de lait, un peu plus en fait chez les enfants que chez les adultes. Alors, grignoter, c'est souvent dirigé vers les aliments de malbouffe. Et la restauration rapide nous apporte des larges portions, des très larges portions, et ça a évolué, comme on le voit ici, au cours des années, avec les portions de pâtes que l'on veut augmenter, de même que les portions de frites, si on parle de normes sociales, la norme maintenant de la frite, la petite frite, la frite ordinaire, il y a 40 ans, elle n'existe plus, et la frite moyenne s'est rendue l'ancienne super size qu'on avait il y a longtemps. Et que dire de nos chaudières de popcorn au cinéma, ça en devient tellement drôle, tellement c'est dramatique, et parce que c'est des formats familiaux. Si on compare, par exemple, les croissants européens par rapport aux croissants américains, bien, la norme elle est différente et peut expliquer, et même chose au niveau du café, et donc l'ingestion de calories a changé lorsqu'on va prendre un café par rapport en Amérique du Nord. Tout cela propulsé par des stratégies qui ont fait effet chez moi pendant une vingtaine d'années. J'ai réussi, je suis fier de contrer cet effet-là depuis une dizaine d'années, où est-ce que je ne prends plus le trio, mais seulement le sandwich si je vais dans une chaîne de restauration rapide. Alors, je vais passer plus rapidement. Je pense que mon temps passe très rapidement. Pardon? 2 minutes. Alors, oui, donc les restaurations rapides, quand on considère que près de 80% des jeunes mangent des frites à chaque semaine et 50% des jeunes consomment des repas au restaurant, ben à ce moment-là, d'autant plus que c'est présent dans les hôpitaux, on peut se poser des questions. D'autant plus que, en fait, ça devient un obstacle pour l'implantation du virage, pour un virage santé à l'école qui a été mis de l'avant en 2007 et rédigé par l'équipe de Nathalie Alméras et dont l'école de Rochebelle avait servi de projet pilote. Alors, à ce moment-là, on se retrouve avec des aliments légers, qui nous amène à nous poser la question. En fait, 25% sont des gros consommateurs de ces produits légers-là. Et ça se dirige maintenant plus vers les aliments probiotiques, les aliments fonctionnels. Ça peut peut-être aider à mieux s'alimenter. Mais on s'aperçoit en fait qu'il y a aussi des gens qui refusent de consommer ces aliments-là à cause des édulcorants, à cause de le yogourt, notre yogourt à 0% de matière grasse, 0% de... C'est peut-être un peu exagéré. Alors, des produits santé. Alors, mangez moins d'aliments transformés, mangez plus d'aliments légers ou mangez mieux et plus d'aliments santé? C'est la question qu'on se pose, qu'on pourrait discuter dans les minutes qui vont suivre. Alors, des aliments santé, bien sûr,
Suivre le guide alimentaire, on sait comment, au niveau éducatif, comment y parvenir, mais il y a des raisons économiques et la raison économique, c'est une de mes raisons pour lesquelles, en fait, comme on a mentionné, le prix des fruits et légumes a augmenté beaucoup trop par rapport aux aliments tels que les boissons. Et en fait, un autre élément qui nous empêche de manger des santé, c'est le manque de planification des repas qui a été mis de l'avant par une étude qui a été réalisée cet été par Tout le monde à table, et c'est le manque et la culture de la cuisine se perd, d'autant plus que les subventions vont plus vers les aliments de viande plutôt que vers les fruits et les légumes, et ça explique pourquoi, en fait, la salade coûte plus cher que les sandwichs dans la chaîne de restauration rapide préférée. Et donc, la publicité nous amène avec des stratégies de jouets promotionnels à influencer davantage les jeunes. Et on pourrait poser dans le débat, la discussion qui va suivre, quelle est la question que je me pose? C'est l'environnement sain qui pourrait pour mieux se nourrir, les marchés publics, l'accès à des aliments frais, accès aussi à des bons prix sur les fruits et légumes, donc peut-être les subventionner pour diminuer leur prix et augmenter par la taxation, par exemple, sur les boissons, pour rendre moins attrayants les boissons gazeuses. Il y a des campagnes de marketing. Et en conclusion, les habitudes alimentaires sont grandement associées à l'environnement et les changements d'environnement pourront contribuer à favoriser un mode de vie sain et concourir à la diminution de la prévalence de l'obésité.